Madame Khdr Ghazel disait peut-être par rapport aux patients qui ont des lésions vasculaires cérébrales, c'est-à-dire des démences vasculaires. Oui, bon, c'est pas particulièrement. Oui, mais là, en général, c'est des sujets qui ont une atteinte cognitive du fait de ces problèmes de vascularisation, de perfusion cérébrale. Donc on est souvent dans, pour ne pas dire démence vasculaire, mais troubles cognitifs d'origine vasculaire. Et c'est très différent au niveau comportemental pour ce point-là de ce qu'on voit chez les patients parkinsoniens. Nous, dans notre expérience des troubles cognitifs vasculaires à la consultation de la mémoire de Rabat, ce n'est pas des choses qu'on voit chez les sujets qui ont des troubles cognitifs vasculaires. C'est très différent vraiment comme trouble, vraiment beaucoup plus dans les troubles impulsifs et compulsifs de ce type-là. Merci. Ça va. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, peut-être, avant de passer au prochain orateur, Madame il est là. Juste une toute petite remarque. Je ne voudrais pas rentrer dans la discussion et la compétition en travail Casablanca, mais je pense que c'est dommage que notre collègue Khadan n'est pas là. Il faut lui rendre hommage. Ah, il est là, oui. Il est là. Je suis content que tu sois là. Il faut lui rendre hommage parce que je ne voudrais pas dire quel mois il a commencé par rapport à Casablanca. Mais au moins, je sais qu'en 2007, il a fait ses premiers malades, voire même avant, et que là aussi, je voudrais rendre hommage à une deuxième équipe française, qui est l'équipe de Marseille, et c'était avec le professeur Péragut, qui avait pris la relève du professeur Sedan, je pense une des grandes figures de la neurochirurgie fonctionnelle française. Évidemment, après Péragut, il y a surtout Jean-Régis qui est venu parce qu'il est venu à la fois pour le gamanage, donc pour le traitement de tremblement, et pour la stimulation cérébrale profonde avec le neurologue. Donc je voulais quand même les ramener, ces frères avec les collègues de Casablanca qui ont commencé en même temps en 2007. Je crois que c'est très important l'histoire. Alors nous passons à la dernière plutôt, présentation qui va être faite par notre collègue le professeur Khdr. Oui, il est là, et qui va nous parler des états actuels, je pense, de la stimulation cérébrale profonde, c'est bien ça? Oui. Alors, allez-y, professeur Khdr. Merci, Monsieur le Président. Chers maîtres, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je participe à cette journée concernant les échanges scientifiques sur la maladie de Parkinson et en hommage à notre ami Dr Abdelhamid Ben Azzouz et son épouse Rabia Bouali Ben Azzouz. C'est avec grand plaisir et grande émotion parce que j'ai eu le grand plaisir d'accompagner et de faire de séjourner à Bordeaux avec M. Ben Azzouz entre 2005 et 2007, 2008 en fait, où j'ai appris énormément de choses. Donc j'exprime ma profonde gratitude et ma reconnaissance envers donc, M. Ben Azzouz. Et aussi, je profite de cette occasion d'exprimer ma gratitude envers notre maître aussi, professeur Bernard Biolac, qui nous a accueillis dans son laboratoire durant cette période et nous avons profité de son expérience. Je vais donc parler rapidement de la situation, de l'état actuel. Et pour parler de l'état actuel, bien sûr, un bref rappel historique. Concernant
l'histoire de cette chirurgie. Alors, personnellement, quand j'étais jeune neurochirurgien, il y a des assises régulièrement, donc l'organisation des assises mensuelles par la Société marocaine de neurochirurgie, où des cas cliniques étaient présentés et des discussions autour de ces cas cliniques nous ont permis un petit peu d'enrichir notre formation. Et parmi les quelques observations qui nous ont marquées, c'est les observations émanant de notre maître, professeur Belkhdar, quand il faisait déjà, avant les années 2000, depuis longtemps, les lésions. Et c'était spectaculaire comme intervention, même avant la simulation. Alors, si la communauté neurochirurgicale se rappelle d'un congrès francophone présidé par notre maître professeur Khamnechi en 1997, où le thème principal a été la stimulation cérébrale profonde, et c'était une table ronde coordonnée par professeur Lazare et professeur Serge Blanc de Lille, et à laquelle a assisté professeur Al-Nouri Benhabib. À ce moment-là, personnellement, j'ai été séduit par cette chirurgie, et donc j'ai fait mon premier stage à Grenoble, en 2000-2001, et en fait, je dirais que c'est là où je vais découvrir un trésor, c'est le docteur Benazzouz, parce que moi, franchement, je ne connaissais pas, je ne savais pas les aspects, les détails, mais un jour au bloc opératoire, le personnel du bloc me dit qu'il y a un compatriote à vous qui travaille qui travaille sur le plan neurophysiologique, et une fois j'ai rencontré M. Benazzouz, les choses ont évolué ainsi depuis. Il a quitté Grenoble envers sa maison natale, c'est-à-dire là où il a fait son doctorat à Bordeaux, et de retour, nous avons gardé quand même des échanges très étroits depuis l'enseignement du DESA de neurosciences. Il y avait une unité de neurosciences à Casablanca, jusqu'à la collaboration avec plusieurs autres universités, notamment celle de Rabat et Marrakech. Et j'ai eu l'occasion par la suite de séjourner, comme je l'ai dit, à Bordeaux. Et je rends hommage à tous ces enseignants, professeur Violac, professeur Rougier et Emmanuel Cuny, et professeur Burgot et Dominique Guel, auprès desquels j'ai appris énormément de choses. Parallèlement parallèlement, il y avait aussi la formation des neurologues qui se sont intéressés à cet aspect, notamment le professeur Moussouak qui par la suite qui était à Rabat puis a rejoint le CHU de Fès, et il a participé au début de cette chirurgie au CHU de Fès, puis professeur Hassani ici présent qui a séjourné aussi à Grenoble. Et je ne peux pas citer toute la liste, mais en tout cas, professeur Rahmani, professeur Legreli, professeur Moutaoukid Bochra, quand j'étais personnellement à Bordeaux, il a séjourné pendant une courte période d'un mois à peu près à Bordeaux, et professeur Shah récemment de CHU de Marrakech. Et ce qui était un petit peu marquant, c'est qu'au cours des congrès, auxquels régulièrement et fréquemment a assisté Dr Benazzouz, on n'a pas cessé d'insister sur la nécessité de partir dans le sens que cette chirurgie s'installe au Maroc. Et voilà, en septembre 2007, la première patiente a été opérée au Maroc. Il faut dire que là aussi, cette chirurgie, c'est vrai, tous les efforts ont été bien sûr faits pour installer cette chirurgie, mais essentiellement, convaincre un patient pour une première intervention de ce genre au Maroc n'était pas possible. La candidate était idéale, un entourage familial idéal qui n'était pas très exigeant, qui voulait quand même que la patiente se fasse opérer au Maroc dans les conditions disponibles à l'époque. Et on n'avait pas de cadre de stéréotaxie. On avait un cadre de stéréotaxie, mais en fait, c'est les sociétés Electa et Medtronic qui aussi ont déplacé leur matériel pour effectuer cette première intervention, tout simplement pour convaincre les autorités comme quoi cette chirurgie pourrait être faite au Maroc. Donc là aussi, il faut rendre hommage à l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, professeur Cornu. Dr Benazzouz a bien sûr été derrière. Alors cette patiente n'aurait pu se faire sans l'impulsion du Dr Benazzouz. Il faut qu'on fasse une première patiente, il faut absolument qu'on fasse une première patiente. Donc c'était cette occasion. Je sais que toutes les équipes étaient en cours de préparation pour
aboutir à cette chirurgie, il faut leur rendre hommage, de n'être ici présent, notamment le professeur Belkhadar. Et donc, juste après c'est vrai qu'il y avait un temps de latence en ce qui concerne notre CHU entre le début et la reprise, à cause essentiellement du matériel. Par la suite, le ministère de la Santé, qu'on doit remercier d'avoir encouragé les équipes à aller dans ce sens. Donc, tous les CHU actuellement, ainsi que les hôpitaux des fondations Cheikh Zayed et Cheikh Khalifa, sont mis à cette chirurgie et donc ont fait un certain nombre de patients. Donc, vous avez la liste des différents CHU. Le dernier CHU étant celui d'Oujda, qui a commencé il y a moins d'une année et qui a déjà fait au moins 5 patients. Donc les chiffres viendront après. Alors, bien sûr, les premiers patients ont été faits en collaboration avec des équipes françaises, notamment pratiquement, quasi constamment, sauf quelques exceptions, avec le Dr Benazou de l'Université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, et le CHU de la Petite-Salpêtrière pour ce qui est de Casablanca et un patient peut-être à l'hôpital Cheikh Zayed, CHU de la Timone avec le professeur Belkhadar et CHU de Lyon avec CHU de Fès et Marrakech, et aussi peut-être un patient a été fait au CHU de Marrakech en collaboration avec l'équipe de Madrid pour les premiers patients. C'est toujours important de s'entourer avec une expertise pour ce genre d'intervention. Même en France, quand un centre démarre à nouveau, il fait appel, bien sûr, aux compétences qui ont de l'expérience dans ce sens. Alors, quelles sont les retombées aujourd'hui de l'installation de cette technologie et des efforts qui ont été faits jusqu'à présent? Avant cette époque, bien sûr, il y a quelques patients qui se sont fait opérer en France, moyennant bien sûr une prise en charge, ou bien s'ils ont les moyens. Donc c'était sélectif. Seule une certaine catégorie pourrait accéder à ce genre de traitement. Uniquement ceux qui disposaient d'une couverture maladie, et encore, pas tous. Et quand ils se font opérer en France, on connaît très très bien les conditions. C'est des malades qui nécessitent la présence de la famille, de l'entourage autour d'eux. Donc c'est un peu difficile. Concernant le coût, c'est une intervention qui coûtait dans les 50 000 €. Et actuellement, au Maroc, avec tout le matériel, ça tourne autour de 250 000 dirhams, c'est-à-dire 25 000 €. Ça fait quand même des économies énormes pour les organismes d'assurance maladie et pour la santé. Donc, une fois la première patiente opérée, elle a payé, la famille a payé de sa poche. Il a fallu attendre 2 ans pour convaincre les autorités, pour convaincre les organismes d'assurance maladie pour le remboursement. Et donc, une fois la première patiente s'est fait rembourser, l'ANAM ainsi que les différents organismes d'assurance maladie ont été convaincus d'inscrire ce dispositif comme étant un dispositif médical qui pourrait être remboursé. Donc, par la suite, bien sûr, juste après, il n'y avait que des malades qui avaient une assurance maladie qui pouvaient se faire opérer. Avec l'instauration du RAMED, et là, pour ceux qui disent beaucoup de choses, plutôt, ou un certain nombre de choses, des inconvénients du RAMED, il a beaucoup d'avantages par rapport aux inconvénients. Il a permis à un certain nombre de patients, donc opérés dans notre contexte, de bénéficier de ce genre d'intervention qui n'était pas du tout démocratisé avant, qui était très sélectif, comme on l'a dit, même au Maroc. Seuls ceux qui ont un organisme d'assurance maladie, ceux qui pourraient payer, ont été donc opérés, alors qu'aujourd'hui, on peut même opérer tous les patients, même ceux bénéficiant d'un régime, du régime RAMED. Donc le RAMED, c'est le régime d'assistance médicale aux ménages économiquement démunis. Alors, quel est le bilan actuel? Aujourd'hui, d'après les statistiques que j'ai pu réunir, je remercie les collègues, professeur Chaoui, professeur Berson du CHU de Fès, professeur Ahmani, professeur Jagaragui, professeur Melhaoui surtout, donc, et professeur Aït Ben Ali, professeur Moufid, Oujda, donc d'avoir communiqué ces chiffres. Donc voilà le nombre total de patients. Donc l'hôpital des spécialités Rabat avec la Fondation Hassan de 33 patients. Donc là c'est réparti en Parkinson, dystonie. Alors autre, il y avait essentiellement un cas de tremblement essentiel qui a bénéficié à la Fondation, à l'hôpital des spécialités et Fondation, et un cas de tremblement au CHU de Casablanca. Le reste c'est 14 dystoniques, 115 maladies de Parkinson. Alors les autres activités, c'est un peu accessoire, mais quand même, quand un patient se faisait opérer en France, il a fallu qu'il retourne en France pour changer de simulateur. C'est vraiment caricatural, alors que c'est un geste qui prend une demi-heure. Donc
Donc même les patients qui se sont fait implanter ailleurs, aujourd'hui, ils changent leur stimulateur au Maroc, c'est déjà aussi un grand avantage. Alors, voilà. En conclusion, je dirais que pour développer cette chirurgie, et pour pérenniser cette chirurgie surtout, il ne faut surtout pas commettre l'erreur de travailler seul. Comme a dit notre maître professeur Hamdichi, et j'insiste là-dessus, c'est une activité qui nécessite une concertation pluridisciplinaire, et c'est un travail d'équipe, et il faut avoir, bien sûr, cet esprit pour pouvoir donc faire ce travail correctement d'abord. Deuxièmement, il faut que les équipes actuelles, il faut qu'ils aient une priorité, c'est la formation des successeurs. Sans ça, cette chirurgie, on connaît très bien, ce serait vraiment dommage de dépendre à chaque fois de l'étranger, de est-ce que ça demande comme investissement pour que quelqu'un fasse un stage à l'étranger, et en termes de temps et en termes de ressources, pour pouvoir apprendre des choses qui existent au Maroc. Donc il faut vraiment former les résidents. Malheureusement, il y a des contraintes. Nous avons formé un résident en neurochirurgie, il est aujourd'hui affecté à Dakhla. Donc nous avons formé en fait, il était régulièrement... Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut absolument résoudre. Et là, un appel au ministère de la Santé. Je sais qu'ils sont compréhensifs dans ce sens. Je sais qu'il y a d'autres avant. Il y a le professeur Hassani qui, une fois formé à Grenoble, il a été... affecté ailleurs, c'est dommage, donc avant même. Et je dirais qu'il faut quand même avoir une politique pour ce genre de pathologie, de garder un petit peu les résidents qui ont été formés à cet effet, parce que sinon cette chirurgie risque d'avoir des problèmes par la suite. Bien sûr, il faut l'expansion à d'autres champs, mais comme a dit Dr Benazeuz, des champs où l'application a fait ses preuves, et il est de pratique courante, notamment la psychochirurgie. Et pensez aussi à des simulateurs rechargeables. Nous avons constaté qu'un certain nombre de patients, avec le temps, la durée, bien sûr, la durée du simulateur, on le sait très bien, ça dépend de beaucoup de choses, mais essentiellement de la qualité d'implantation. Mais si, par exemple, quand on commence à changer fréquemment de simulateur, il faut penser à un simulateur rechargeable. Nous en avons fait un à Casablanca, je ne sais pas l'expérience des autres collègues. Au moins, il a une durée moyenne de 9 ans. Il coûte 2 fois le prix, mais une durée moyenne de 9 ans. C'est-à-dire pour les patients, dans la durée de vie du simulateur se réduit à 3 ans, vaut mieux, donc y penser comme alternative. Voilà, je vous remercie, et je rends encore une fois hommage à tous ceux qui ont participé depuis le début à l'installation de cette chirurgie. Merci beaucoup, professeur. On va aussi économiser un peu de temps et d'avoir le tour de ce qui se fait aujourd'hui au Maroc. Stimulation cérébrale profonde, vous avez mangé quand même un nombre très important de patients. Si vous mettez toute la série ensemble, c'est magnifique. On entend encore, en tout cas, félicitations pour vous et pour toutes les équipes qui pratiquent cette chirurgie. Heureusement que vous avez montré l'hôpital des spécialités sur la dernière diapo, parce que la première, il n'y était pas. J'ai vu un rare une professeur ici, il était prêt à venir vous rappeler. C'est très bien de vous avoir rattrapé les choses. Alors, s'il y a des questions, s'il vous plaît, sur ces aspects, je peux peut-être vous poser, je n'ai pas posé de questions tout à l'heure. J'ai vu sur la première, sur le diapo de professeur Ken, notre premier conférencier, qu'une fois que les manifestations secondaires au traitement, il y a une méthode alternative, et la stimulation cérébrale profonde était mise en dernier, vers la fin. Alors j'attendais quand même votre intervention, votre conférence, et pour poser la question un peu à l'ensemble des orateurs, est-ce qu'on laisse vraiment la stimulation cérébrale profonde comme dernier relais pour traiter le Parkinson? Non. Répondez. Dominique va répondre. Oui, ça marche. Oui, j'ai fait exprès de le présenter comme ça, justement pour que vous puissiez poser la question. Et on est d'accord, non, bien sûr. On va plutôt discuter de l'application de la chirurgie avant de proposer les autres méthodes alternatives. J'ai des patients qui sont en fait des patients qui sont fluctuants, qui vont avoir des troubles cognitifs
plus ou moins importants, et donc c'est là qu'on va positionner. S'il y a des contre-indications à la stimulation cérébrale profonde, puisqu'il y a des critères bien précis avant de proposer cette technique aux patients, et si les patients ne sont pas dans les clous, comme on dit, eh bien, on va leur proposer de l'apomorphine à la pompe ou de la duodopa. La duodopa, c'est plus récent, c'est quand même plus invasif. Les patients sont un peu réticents pour le moment, mais c'est une technique qui est quand même assez efficace. Donc effectivement, plutôt la stimulation d'abord et les autres techniques après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autant plus. Merci beaucoup. D'autant plus d'autant plus que le professeur Al-Ghalaghi a mentionné ce début précoce dans notre contexte, dans notre en particulier, et que le facteur âge intervient aussi dans l'indication de la stimulation cérébrale profonde. Donc merci beaucoup. Il y a aussi l'Earlistine, le travail qui a été fait sur l'Earlistine. Je ne sais pas si on n'a pas suivi. Le travail qui a été fait sur l'Earlistine, c'est-à-dire la simulation précoce, à un stade précoce. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, oui, il y a une étude germano-française sur Earlistine versus Latestime, et il a été prouvé en tout cas dans les résultats qu'il y avait un bénéfice à opérer les malades tôt. Ce qu'on veut dire par Earlistine, c'est-à-dire la date d'apparition des complications motrices. C'est-à-dire non pas, c'est pas l'apparition de la maladie, mais c'est par rapport au début des complications motrices. Donc ça ne sert à rien de laisser un patient avec des complications motrices traîner plusieurs années, sachant que avec l'évolution de la maladie, il peut avoir par la suite des contre-indications à cette chirurgie. Donc on risque de perdre du temps et arriver à un point où on ne pourra plus l'opérer à un moment donné. Donc oui, peut-être Earlistine, il faut discuter par rapport aux patients, ce retentissement fonctionnel, sa qualité de vie. Et donc s'il y a un début de détérioration fonctionnelle sur ce qu'on travaille et tout, il ne faut pas hésiter à le proposer en tout cas, discuter avec le patient. Oui, oui, allez-y. Pardon? Allez-y, c'est Alaoui, excusez-moi, madame. Oui, en fait, c'est pas une question, ça a été évoqué, c'est pour rendre hommage à notre ami Fouad Bokhtar. Parce que non seulement il a développé, c'était à quelques mois de Casablanca, c'était en mai 2008 qu'on a, avec lui, développé la chirurgie, mais surtout, pendant 2 ans, il a bataillé pour avoir la couverture sociale. Je me rappelle que c'était tous les 6 mois avec les réunions à l'occasion de la CNOPS, de la CNSS, et c'est comme ça que ça a été autorisé. Aussi, non seulement il a introduit la chirurgie fonctionnelle, et parmi les premiers qui a eu une grande expérience de la stimulation et qui a formé plusieurs personnes ici, mais aussi grâce à lui, à son travail acharné, qu'on a pu avoir rapidement la CNSS et la CNOPS. Voilà. Merci beaucoup, c'est Alaoui. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de mettre tout se construit sur des éléments stratifiés les uns à la suite des autres, et c'est toujours très bien de les rappeler dans ces conditions. Oui, madame la professeure Fabazès. Je voudrais juste savoir si le rendement de la stimulation cérébrale profonde pourrait être lié au niveau de dégénérescence dopaminergique. C'est-à-dire que dans le early, quand on l'a fait chez les patients tôt, ils ont déjà développé des problèmes moteurs. Est-ce que, avec des IRM, etc., on ne peut pas des IRM fonctionnels, quand on détecte un début de dégénérescence, est-ce qu'on peut appliquer cette stimulation profonde ou pas? Bon, bien sûr, évidemment, peut-être que le Dr Nazeuz répondra, les collègues neurologues. Mais sous le contrôle des neurologues. Non, mais par rapport à. Si on détecte avant les symptômes moteurs par IRM fonctionnel, mais plutôt par, je dirais, par d'autres moyens, peut-être scan ou un truc comme ça, qui est une dégénérescence dopaminergique, pourquoi on ne proposerait pas en fait la chirurgie Parkinson? Moi, ma réponse c'est non, ça ne sert à rien.
D'abord parce qu'on ne sait pas si ça va vraiment évoluer vers un Parkinson idiopathique ou pas, parce que tous les Parkinsoniens au début n'évoluaient pas vers un Parkinson idiopathique, mais ça peut être un syndrome parkinsonien par la suite, chez qui la stimulation ne donne pas de résultats bénéfiques. Donc je pense qu'il faut être très très prudent à ne pas proposer ce genre de chirurgie à ce stade-là. Même, comme a dit Mounia, il vaut mieux attendre. Tant que le patient répond aux médicaments, je pense qu'il faut attendre la détérioration de l'effet bénéfique par les médicaments pour proposer la chirurgie. Donc c'est lié au niveau de dégénérescence. Mais bien sûr, c'est tout à fait lié à la dégénérescence. Même un patient parkinsonien, il faut attendre un minimum de 5 ans pour que le diagnostic d'abord soit certain. Donc, même un patient qui a déjà développé des symptômes, sachant que quand il développe des symptômes, ça veut dire que déjà, on est à plus de 70% de la dégénérescence de l'organisme. Non, uniquement, on reste côté la chirurgie, mais si on arrive à faire des diagnostics présymptomatiques, ça serait si on arrive avec un nouveau traitement, des anticollants donc monoclonaux, à ce moment-là, ça peut être donc une thérapeutique peut-être. C'est ce qui se fait, on réfléchit aussi au niveau de l'Alzheimer sur cette piste. Pour bloquer la dégénérescence. Juste rajouter rapidement que finalement la stimulation, ça reste un traitement symptomatique, c'est-à-dire un traitement des symptômes. Ça aurait été très intéressant, c'était un traitement neuroprotecteur, c'est-à-dire au tout début de traitement. Un traitement symptomatique a de la valeur lorsqu'il y a des symptômes importants. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on reproche un petit peu lorsqu'on traite les patients précocement. Ils n'ont pas assez de symptômes dérangeants et du coup, ils ne sentent pas de façon très intéressante l'efficacité. Donc c'est un débat qui continue, mais c'est un traitement qui reste symptomatique. Il faut absolument qu'il y ait des symptômes de la maladie de Parkinson. Pardon, excusez-moi, avec ces colonnes, je ne vois pas la parole. Si il y a des collègues et des confrères qui commencent à parler sans qu'on leur prenne la parole, on s'en sortira pas. Madame, s'il vous plaît, depuis tout à l'heure, je demande la parole. Non, mais je vous félicite pour cette présentation qui est très importante et surtout vos efforts justement pour avoir accès justement à cette thérapie à différents niveaux sociaux. Ma question, c'est, elle rejoint un peu avec la présentation de Dr Benazouz, c'est le fait de, vous avez traité des patients parkinsoniens et dysphoniens. Et si j'ai bien suivi la présentation de Hamid, et il disait que les progrès, l'amélioration après stimulation, après dysphonie, elle est progressive. En comparaison avec le parkinsonien, est-ce qu'elle est immédiate? Dystonique, elle est progressive, alors que mais par contre, j'ai pas le côté parkinsonien. Combien de temps ça met? C'est immédiat. Ah oui, merci. Contrairement à la dystonie. Donc, c'est une question générale. On pourrait peut-être faire un débat plus tard, on pourra en discuter. Et justement, ça pourrait peut-être lier la question de Aziz Mokrish au départ par rapport à la plasticité. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec les uns et les autres plus tard. Je vous remercie. Merci. Non, c'est pas grave. En fait, pour une fois, j'ai une question sociale, puisque tu as parlé du Ramed, Cheikh Hakim. Je te remercie de le rappeler. Moi, la première à critiquer ce modèle, en fait, le Ramed, je le critique parce que je trouve que c'est pas normal que les gens démunis au Maroc ne profitent pas, comme les autres, de médicaments et de soins auprès de nos CHU, de nos hôpitaux, que ce soit d'ailleurs privé ou public. Je parle aussi des cliniques privées qui doivent s'ouvrir aussi aux ramidistes. Par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Le ministère a fait beaucoup d'efforts pour la prise en charge des stimulateurs. Le bémol, je dirais, c'est l'information auprès de ces ramidistes qui ne savent pas. Les parkinsoniens ramidistes ne savent pas qu'ils peuvent être pris en charge. Vraiment, ils ne paient absolument rien. Je suis témoin, je peux le dire, et toi aussi. Tous les neurologues neurochiens du Maroc le savent. Il y a des stimulateurs qui ne sont pas utilisés tout simplement parce qu'on n'a pas assez de ramédistes qui vont dans les CHU. Parce que ceux qui habitent les campagnes, ceux qui habitent par exemple au nord, au fin fond du nord du Maroc, au sud du Maroc, ils n'ont pas les moyens, je veux dire, très modestes qu'ils soient-ils, justement pour aller dans les CHU de Rabat, de Casablanca,
de Oujda ou Fès, etc. Je déplore ça. Donc il faut que le ministère trouve une autre solution s'il veut vraiment, je dirais, approuver cette politique qui est très très bonne. Je reste encore sur, on va dire, ma mise en garde auprès de ces rabbitistes, parce qu'on voit souvent des personnes, des patients marocains qui n'ont pas la possibilité d'aller dans ces hôpitaux. Et je ne sais pas quel est, on va dire, votre rôle. Je sais que vous jouez énormément là-dedans, toutes ces sociétés savantes donc marocaines et qui font beaucoup d'efforts justement dans le lien avec les politiques qui ont quand même, je veux dire, la décision d'essayer d'élargir en fait. Et pourquoi pas, pour finir, je suis désolée, je suis un peu longue, pourquoi pas une prise en charge des médicaments aussi pour ces Parkinsoniens. Merci pour cette question. Alors, c'est vrai, vous avez raison que l'accès chez les ramillistes, il est un peu limité. Mais en fait, ce n'est pas. Voilà, ce que je veux faire la différence entre les moyens mis à la disposition par le ministère, d'un côté, les moyens matériels et les structures. D'accord. Personnellement, je parle de notre expérience personnelle chez le Casablanca. La limite, ce n'est pas le simulateur aujourd'hui. Nous avons des simulateurs comme lui. Mais comment pouvoir caser ces malades au bloc opératoire? Quand nous avons, par exemple, au CHU de Casa, c'est un bassin de desserte de 10 millions d'habitants. Comment pouvons-nous? On opère une seule tumeur cérébrale par jour. Comment pouvez-vous, quand nous avons 2 salles opératoires, il y a plusieurs activités. Le problème, c'est la limite, c'est essentiellement ça. Ce n'est pas comme ailleurs où les structures de santé sont multiples et d'un très haut niveau. Au Maroc, on est vraiment submergé par le quotidien, par les tumeurs cérébrales, par la pathologie rachidienne. Donc c'est ça en fait la limite. L'accès, ce n'est pas un problème de moyens comme avant. Avant, il y avait un problème de moyens d'abord. Aujourd'hui, au moins, les patients qui sont dans le circuit, qui sont suivis par un neurologue, peuvent accéder, bien sûr, pour les adresser aujourd'hui dans les CHU. Concernant les cliniques privées, il y a une discussion entre le ministère et dans le cadre du partenariat public-privé pour ouvrir cette possibilité de RAMED au privé. Mais bon, aujourd'hui, le RAMED est encore jeune, le programme n'est pas très ancien pour pouvoir aller. Ça va être développé progressivement, je pense. Je ne parle pas au nom du ministère, mais d'après les discussions qu'on a eues, les échanges qu'on a eu avec la direction, avec le ministère, ça va venir dans la... Pour la prise en charge des médicaments. Les collègues neurologues, mais en fait, le RAMED ne prend pas en charge effectivement les médicaments anticancéreux. Le RAMED, je crois qu'on peut discuter tout à fait. On va avoir des solutions. Mais en tout cas, merci. Non, c'est pour arrêter, s'il te plaît, sur ce point-là. Professeur Chaoui, oui. Je n'ai pas une question, c'est juste une remarque concernant ce qu'on dit dans la ligne Parkinson. Depuis tout à l'heure, on parle de stimulation cérébrale profonde. Il y a aussi les techniques lésionnelles qui restent toujours d'actualité dans les pays européens et même américains. Je me rappelle, mon maître professeur Blatter, on a fait avant les techniques chirurgicales. Donc je pense qu'il faut qu'on pense un petit peu les neurologues, sélectionner certains malades, et c'est des techniques qui restent toujours bénéfiques pour le malade, qui coûtent beaucoup moins cher, pour ne pas dire qui coûtent rien par rapport à la stimulation cérébrale. Il faut qu'on en pense, il ne faut pas qu'on soit axé que sur la stimulation cérébrale profonde. Je pense aux palétotomies, qui donnent de très bons résultats dans cette pathologie. Merci beaucoup, M. Chaoui, d'avoir soulevé ce point que je voulais. Enfin, j'attendais que. Je vois que aussi bien Melhaoui que Akhar sont là, mais s'ils n'allaient pas prendre la parole, j'allais soulever ce problème. Je pense que c'est très important, d'autant plus qu'on est en train de parler de RAMED, et du coup, et en parallèle est arrivée quand même une technique de lésionectomie qui est relativement précise, à savoir la radiochirurgie. Je crois qu'ils ont quand même fait pas mal de cas sur impulsion de nos collègues marseillais qui ont fait une série beaucoup plus importante et la lecture aussi de la littérature de beaucoup d'éminents neurochirurgiens, à la fois japonais et autres, qui ont démontré l'importance de ces techniques. Je ne sais pas, Akhar, Melhaoui, si vous avez un commentaire sur votre petite expérience que vous avez commencée. Merci. Merci M. Chaoui d'attirer l'attention de nos chers collègues et de l'audience sur cette histoire de coût, certainement avec, bien sûr, toujours dans le contexte d'un travail multidisciplinaire, et je remercie les neurologues ici présents.
pour la sélection de certains patients qui ont bénéficié d'une thalamotomie radiochirurgicale pour les scientifiques de policiers et qui a donné des résultats très satisfaisants avec 70% de très bons résultats dans les mois ayant suivi ce traitement. Néanmoins, les indications sont tout à fait particulières et tout à fait pointues. Le choix de ces malades, nous en avons traité, je pense, 16 patients à ce jour. Et on suit généralement les critères marseillais d'approche neuro-radiochirurgicale pour ces patients. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, je ne souhaitais pas intervenir, je le dirai un peu tout à l'heure. Le problème de la lésion, c'est un problème majeur, c'est irréversible. Donc à partir de là, vous allez avoir des réorganisations qu'il faut essayer d'éviter malgré tout. Alors je reconnais que c'est beaucoup moins cher. Même aux États-Unis, certains neurochirurgiens proposent une lésion du NSC plutôt qu'une stimulation. Donc la France, au niveau du Comité consultatif national d'éthique, qui est l'instance de référence, on va le voir tout à l'heure, indique qu'il faut essayer, dans tous les cas, de préférer la stimulation cérébrale profonde, chaque fois qu'on le peut, à la lésion qui est irréversible. Voilà, je voulais simplement faire cette remarque. Merci beaucoup, vous avez parfaitement raison, mais je crois qu'il y a un contexte tout à fait particulier et que ça améliore énormément la qualité de vie des patients, donc c'est la raison pour laquelle il continue à être utilisé. Oui, c'est Benami. Bonjour tout le monde. Moi, je suis très heureux de participer à cette journée scientifique. C'est l'occasion pour remercier toutes les équipes qui ont démarré cette chirurgie au Maroc et les équipes de l'étranger qui nous ont beaucoup aidés. Je rends hommage à Sylvain Azus, M. Gaël, qui nous ont aidés à Marrakech, avec toute l'équipe. Ma question, c'est par rapport au délai de la chirurgie. On parle du délai de 5 ans. Moi, je voudrais quelqu'un, par exemple, qui a un Parkinson qui ne pose pas de problème diagnostique et qui ne répond plus au traitement médical. Est-ce qu'il ne faudrait pas discuter un peu le timing de la chirurgie par rapport à son contexte et à sa profession? Quelqu'un qui a des responsabilités, qui dirige des réunions, etc. Est-ce qu'il ne faut pas discuter un peu ce délai par rapport au contexte du patient, notamment à sa profession? C'est ma question. Très bonne question. Je crois que beaucoup devaient y répondre. C'est bien d'avoir des avis contradictoires ou des avis unis. Oui. Bon, ça a déjà été abordé, la question. Je ne sais pas s'il y a une réponse unique, mais il faut faire attention quand même de ne pas opérer trop tôt, même quand les symptômes ne sont pas trop évolués, parce que quelquefois, il nous est arrivé d'opérer des atrophies multisystématisées de forme parkinsonienne, donc ça nous arrive, ça nous est arrivé, il y en a quelques-uns. Donc il y a toujours le problème du diagnostic au départ. Et puis après, bon, effectivement, la question de le maintien dans l'activité professionnelle des patients se pose pour certains. Et justement, dans leur listing, ils avaient noté que les patients n'étaient pas forcément restés à travailler davantage pour certains. Et certains même avaient arrêté de travailler puisqu'ils étaient tellement améliorés qu'ils se sont dit, je vais en profiter maintenant. J'arrête mon boulot et je vais faire autre chose. Donc voilà, c'est juste pour illustrer que c'est pas aussi simple que ça, c'est une question importante. Hein. Mais je ne sais pas si on peut y répondre de façon simple, c'est vraiment de la personnalisation. Et c'est vrai qu'il y a des patients qu'il faut opérer relativement tôt parce qu'ils veulent continuer à travailler, etc. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas mathématique. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie beaucoup le professeur Benalageuse qui m'a invité, très gentil. Et donc j'aurais juste une question un peu technique sur les électrodes directionnelles dites de Boston. Est-ce qu'ils ont un aspect, enfin une meilleure stimulation par rapport aux anciennes électrodes consumes, par les patients récemment? Est-ce que je demanderais plutôt une question au professeur Dominique ou bien au professeur Benalageuse sur les électrodes directionnelles de Boston? Alors bon, je reviens. Alors, on n'a pas opéré beaucoup de patients sur Bordeaux. On en a quelques-uns, effectivement, qui ont été opérés avec des Boston. Alors, sur le plan de l'approche des réglages, par exemple, c'est plus compliqué, c'est un peu plus long. Et pour le moment, ça n'apporte pas forcément une supériorité par rapport aux électrodes habituelles. Là où on va peut-être gagner un peu, moi c'est l'impression que j'ai,
sur quelques patients, on a l'impression que quand il y a des effets secondaires, on limite quand même les effets secondaires, effectivement, en dirigeant un petit peu le courant. Par contre, en gain d'efficacité, c'est pas aussi clair. Parce que si les électrodes ne sont pas très bien placées, on va éviter les effets secondaires, mais si on n'est pas au bon endroit, on ne va pas avoir de but. Donc je dirais ça de façon très, très schématique, et je n'ai pas une grande expérience pour le moment de ces électrodes-là. À Lyon, ils en ont fait pas mal de patients, et ça semble être un petit peu le cas. C'est-à-dire pour les effets secondaires, c'est pas mal. D'autres questions? Même si on est derrière les colonnes. Oui, non, c'est la deuxième ou troisième fois, je te vois. Allez-y. Allez-y. Oui, non, je voudrais quand même. Le RAMED a été évoqué. Ne revenez pas. La maladie de Parkinson, c'est une maladie des neurologues, des cliniciens. Il y a 6 millions de Parkinsoniens dans le monde. Je pense qu'il y a 300 000 qui ont été stimulés. 500 000. Donc c'est une infime minorité. 1 ou 2%. Le problème qu'on a ici, c'est que le RAMED, c'est les soins hospitaliers. La maladie de Parkinson, comme toutes les maladies chroniques, c'est des traitements ambulatoires pendant 10-15 ans. Et notre ministère ne fournit pas aux gens qui ont les RAMED des médicaments pour les soigner. Donc c'est, je dirais, un petit peu parmi les contradictions de ce pays. On peut avoir un stimulateur, mais on ne peut pas avoir de quoi se soigner pendant 3 ou 4 mois. Donc ça, c'est parmi les recommandations qu'on devrait faire aussi. On aurait dû mettre un poster ce matin quand le ministre était là. Mais maintenant, il est parti, c'est trop tard. Oui. Ma question s'adresse aux neurochirurgiens. A-t-on assez de recul aujourd'hui sur le devenir de ces malades qui ont été traités? Est-ce qu'ils répondent aussi bien qu'au premier jour? Oui. Alors, pour la stimulation. Je sais qu'il y avait des occasions où la série nationale a été présentée à plusieurs reprises, notamment dans les congrès, mais ce n'était pas l'objet. En fait, on voulait juste faire un état des lieux concernant l'accès des malades, le nombre de patients opérés, le développement de cette chirurgie après son initiation. Mais je pense que dans les différentes séries, ça marche aussi bien. C'est effectivement comparable à la littérature, il n'y a aucun souci, parce que c'est des résultats qui vont de 50 à 80% d'amélioration. Mais je pense que comme dans toute chirurgie, neurochirurgie fonctionnelle, il y a quand même une petite diminution de taux avec le temps. Est-ce que nos collègues de Bordeaux, qui ont une expérience beaucoup plus longue, parce que l'expérience marocaine est relativement courte dans le temps, est-ce que vous pouvez nous dire dans vos séries, quelle est cette pente de diminution, si on a une, de l'effet bénéfique de la stimulation cérébrale profonde? Alors, il n'y a pas vraiment véritablement de perte d'effet de la stimulation cérébrale profonde sur les symptômes parkinsoniens. Comme on peut le voir par exemple dans le tremblement essentiel, où effectivement avec le temps on a l'impression qu'il y a une plasticité avec un agencement cérébral qui fait qu'on a des patients qui retremblent quand ils ont été opérés d'un tremblement essentiel avec les années. Pour le maladie de Parkinson, ce n'est pas vraiment le cas. Ils sont toujours bien améliorés sur le plan de la kinésie, de la rigidité, du tremblement. Par contre, la maladie, c'est une maladie évolutive. Donc, et l'évolution va se faire plus sur les aspects axiaux, sur les aspects cognitifs, etc. Et donc, on voit apparaître, finalement, avec les années, on a vu apparaître à la consultation des patients qui ne posaient pas le problème, finalement, de motricité au sens kinésie, rigidité, etc., mais qui présentaient des troubles posturaux, des chutes, des troubles des fonctions cognitives, et finalement, on suit des patients qui sont très anciens dans la maladie. Et on voit des formes, finalement, avec des formes non motrices, qu'on ne voyait pas avant. Donc ça nous a modifié un petit peu le paysage du patient parkinsonien à la consultation. Mais si on regarde, si on arrête la stimulation, par exemple, et s'ils tremblent, mais ils retremblent, ça marche bien sur le tremblement, ils sont plus raides si on arrête la stimulation. Mais après, en dehors de ça, ils ont tout le reste qui est lié à la progression de la maladie, qui va toucher tous les autres secteurs. D'accord. Bon, je pense une dernière question, s'il vous plaît, parce que si vous voulez avoir le temps de manger. Oui. C'est une question par rapport aux ablations. Donc, il y a 16 patients qui ont suivi ces ablations. Et puis, c'est aussi basé sur des travaux qui ont été faits à Marseille. Les ablations, c'est ça? Parce que les lésionnels. Oui, ou des chirurgies lésionnelles. Est-ce
qu'il y a un suivi sur ça pour voir un peu par rapport aux améliorations et aussi aux potentiels effets secondaires sur ces types d'ablations? Je crois que les Haouis, ils veulent te faire parler. La question, c'est est-ce qu'il y a eu assez de recul, c'est tout. Hein. Est-ce que les chirurgies ont été faites dans les 3 dernières années ou les 15 dernières années pour avoir une idée sur le devenir de ces patients? Pour ces patients, on a à peu près un recul de 4 à 5 ans. Donc, avec l'effet essentiellement sur le tremblement, il se maintient. Donc, il n'y a pas du tout de reprise du tremblement. Maintenant, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'une thalamotomie, ça ne traite pas tellement la kinésie de l'hypertonie. C'est-à-dire que cette hypertonie, elle est là où la kinésie, donc on est obligé donc de rajouter un peu en traitement dopaminergique pour traiter ces 2 symptômes. Mais le tremblement, il ne récidive pas. Voilà. Un petit mot rapide. En fait, pour rendre hommage à Adil Benhaoui, il est un tout petit peu plus jeune que moi, mais beaucoup plus courageux. Et il a traité comme Oye, le japonais, il a des patients traités bilatéralement avec de très bons résultats. Je parle de la radiochirurgie. Bien. Bien, je pense qu'il est temps d'arrêter cette session qui était excellente. Je voudrais remercier beaucoup tous les orateurs et tous ceux qui ont participé à la discussion. Retour à 14h pour la deuxième session. Tout à fait. Donc, je vous invite à présent tous à aller, après nous avoir nourri l'esprit, d'aller se substanter donc juste à côté. Le restaurant se trouve juste à votre gauche. Et on se donne rendez-vous à 14h précis, s'il vous plaît, puisque la session sera animée par le professeur Nouria Fidel Razel, qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Bon appétit. Je voudrais dire tout de suite mon émotion d'être parmi vous aujourd'hui, aux côtés de Hamid et de Rabia. C'est toute une vie que nous avons affrontée ensemble depuis bien longtemps. Je le redirai tout à l'heure au moment des témoignages, mais c'est pour moi une émotion particulière. Et c'est vrai aussi d'être dans ce pays du Maroc. Alors Hamid m'a dit, il faut parler de la stimulation cérébrale profonde. J'ai dit, je ne vais pas quand même parler de la clinique de la maladie de Parkinson. En plus, Dominique Cohen était là, j'aurais honte. De l'histoire de la stimulation cérébrale profonde, c'est vrai que je l'ai vécu, mais l'acteur principal, c'est Hamid. Donc, je me suis cantonné à essayer de me pencher sur l'éthique. Je me suis intéressé pas mal à l'éthique. J'ai été membre du comité consultatif national d'éthique pendant plusieurs années. Donc, je dis, on peut peut-être essayer d'aborder ce problème de l'éthique et de la stimulation cérébrale profonde. Alors, peut-on vraiment parler de stimulation cérébrale profonde, de démarche éthique dans la stimulation cérébrale profonde? Tout acte thérapeutique implique une interaction avec le corps afin de réparer, rétablir ou remplacer un élément, un système défaillant, un réseau. Cet acte doit répondre au plan éthique à 2 principes extrêmement importants, principe téléologique et principe déontologique. Le principe téléologique, il est très simple, il est fondé sur le principe de bienfaisance, de bénéfice pour le patient. Celui de déontologie, ou même on pourrait dire plus simplement ontologie, sur le principe de respect des personnes, de leur autonomie, de leur liberté, de leur consentement, en faisant prévaloir la primauté qui est donnée à l'inviolabilité du corps. Ceci est conforme à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et au Code de Nuremberg en 1945.
Donc ces principes valent pour toutes les parties du corps, évidemment. Mais le cerveau, le siège de l'âme, l'organe de la pensée, le prince des viscères, comme disait Hippocrate, y occupe une place particulière par sa valeur propre et unique. Il est hautement impliqué dans l'édification de la personne, l'unité morale du sujet et de sa personnalité, son individualité psychologique. Dès lors, la plupart des sociétés ou cultures, qu'elles soient religieuses, en l'occurrence les religions de livre, ou laïques, monistes ou dualistes, énoncent au plan philosophique et scellent dans leurs lois le principe de sacralisation de la personne humaine. Celle-ci demeure inviolable, intangible, inaliénable et indisponible. Aborder donc la question de l'éthique à propos de la stimulation cérébrale profonde conduit à évoquer cependant des démarches qui l'ont précédé pour tenter de traiter par la chirurgie des patients porteurs de troubles neuropsychiatriques. Je veux parler de la psychochirurgie. Ces techniques, ou cette technique qui a représenté un courant de pensée des années 1930 à la fin des années 1950, a suscité bien des espoirs et surtout des controverses et des désillusions. En effet, très souvent la psychochirurgie va outrepasser les limites de l'éthique. Voyons tout d'abord très rapidement quelques éléments de cette ère de la psychochirurgie dans ses us et abus. Depuis longtemps, d'ailleurs, on savait, psychiatres, neurochirurgiens, neurologues, avaient remarqué qu'au décours d'interventions chirurgicales sur les lobes frontaux, pour des tumeurs, des abcès, des hématomes, des traumatismes, des malades mentaux voyaient leurs états s'améliorer. Ceci va conforter, et c'était une idée fondée, le concept d'organicité dans la genèse de la maladie psychique. Des tentatives, même dans les années 30, d'intervention chirurgicale sur le lobe frontal, dans des pathologies psychiatriques lourdes, des schizophrénies, des mélancolies, des névroses obsessionnelles, jalonnent les années 30, et même avant. Mais on peut dire que l'avènement de la psychochirurgie est établi d'une façon assez claire avec le congrès de neurologie de Londres en 1935. C'est à ce congrès que le grand neurologue et physiologiste Fulton et son collègue Jacobsen vont présenter les fameux chimpanzés Daisy et Becky qui, normalement, spontanément, exprimaient des accès spontanés de rage et de colère. Ils ont l'idée de pratiquer chez ces chimpanzés une lobotomie frontale bilatérale, ce qui va induire chez ces singes une indifférence comportementale avec une sorte d'état de bien-être, de bonheur, qu'ils ont appelé happiness cut. Egas Moniz, neurologue portugais qui était là, en déduit que la déconnexion des lobes frontaux de la boîte à labo frontale doit entraîner chez le malade mental une indifférence à ses idées morbides. Obsession, anxiété, introspection douloureuse, manie, etc. Et dès 1936, très vite, il pratique avec son collègue le neurochirurgien Almeida Lima la première lobotomie par alcoolisation de la boîte à labo frontale. Les complications extrêmement importantes inhérentes à l'alcoolisation le conduisent à lui préférer la section. Il crée le leucotome et on peut dire que la leucotomie frontale est née. Après une évaluation superficielle et très approximative des 20 premiers patients opérés, il se précipite, on peut le dire, pour les publier. Et malgré de nombreuses contestations, il continue à opérer et à publier et obtient le prix Nobel en 1949. Son approche sera suivie dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis d'une diffusion de cette technique, particulièrement par un psychiatre américain, Walter Freeman, et un neurochirurgien également américain, James Watt. Mais ils vont simplifier l'opération de Moniz en leucotomie préfrontale transorbitaire qui peut se réaliser en quelques minutes, et ils vont opérer des dizaines de milliers de patients
sans véritablement souvent logique, clinique, ni physiopathologique. Très vite, cependant, des cliniciens font ressortir les approximations et les dangers de la technique, en décrivant le syndrome post-leucotomie, qui est identique finalement à un syndrome frontal, préfrontal, avec des troubles du jugement et de la planification de l'action, de la puérilité, de la désinhibition des comportements inappropriés, de la jovialité, l'euphorie, la fameuse moria, de l'inconsistance, de la persévération dans l'erreur et surtout de l'apathie. Au lendemain du prix Nobel de Moniz, Nolan Lewis, qui est le directeur de l'Institut de neuropsychiatrie de New York, s'insurge sur les effets de la lobotomie. Le fait de calmer un patient peut-il être considéré comme un traitement? Je deviens de plus en plus préoccupé par le nombre de zombies que ces interventions génèrent. Cette technique crée davantage d'handicapés mentaux qu'elle n'en soigne. Elle doit être bannie. Les principes élémentaires de l'éthique n'étaient pas respectés. À partir de là, certains neurochirurgiens essaient de mettre au point des techniques qui vont être plus sélectives, plus précises, plus ciblées, pour diminuer la détérioration cognitive et la mutilation de la personnalité qu'induisait l'opération de Freeman et Watt. Et c'est ainsi qu'on va décrire des topectomies, des capsulotomies, des tractotomies sous-codées, des cingulectomies antérieures. Mais on les réserve à des états extrêmement graves d'agitation, de violence ou des troubles sévères avec anxiété. Il faut dire aussi que l'utilisation de la stéréotaxie, particulièrement dans les années 50 avec le travail extrêmement important de Talleyrand, fournit un autre progrès majeur pour aller vers une sélectivité plus grande avec des destructions ponctuelles des structures impliquées dans la boîte thalamo-frontale, qu'il s'agisse du noyau dorso-médian ou du bras antérieur de la capsule interne. D'ailleurs, cette technique, par la suite, ça a été évoqué ce matin, peut permettre de la radiochirurgie et l'utilisation du gamma. Mais quoi qu'il en soit, dès la fin des années 50, une réelle réticence, et réticence de plus en plus forte, se fait jour. Et on peut dire qu'il y a une distance qui est prise à l'égard de la psychochirurgie, tant aux États-Unis qu'en Europe. Par ailleurs, l'antipsychiatrie, le mouvement antipsychiatrique s'exprime. Je ne ferai que rappeler le fameux roman de Ken Kesey en 1962, Vol au-dessus d'un nid de coucou, adapté au cinéma en 1975 par Milos Forman avec le lobotomisé Jack Nicholson. De plus, la psychopharmacologie, des travaux de Laborie, de Delay, de Devisker, avec entre autres la molécule du largactine, vont connaître des heures de gloire. On va réserver à ce moment-là la psychochirurgie à des cas extrêmement rares, qu'il s'agisse par exemple de la topectomie de l'air 10 au niveau du cortex ventromédian, dans des grands états anxieux suicidaires, ou également la cingulectomie antérieure dans des grandes névroses obsessionnelles. Et dans les années 80-90, avec la stimulation cérébrale profonde dans le traitement des mouvements normaux et de la maladie de Parkinson, peut-être qu'à nouveau une fenêtre s'est entrouverte vers la psychochirurgie. La stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson, je ne vais pas en reparler, ça a été dit par le prince de la stimulation cérébrale profonde, mais simplement je voudrais rappeler que c'est le résultat d'un long cheminement de la clinique à la thérapeutique et à la recherche fondamentale et réciproquement que des bases neurophysiologiques et physiopathologiques ont pu être établies. C'est ça qui en fait véritablement la primauté, cette démarche physiopathologique. Avec, entre autres, bien sûr, l'apport du concept des boucles cortico-sous-corticales. Ici, celle qui nous intéresse, c'est les aires motrices supplémentaires et oculomotrices et le cortex moteur.
on peut dire que véritablement ces travaux de neuroanatomie, d'électrophysiologie et de recherche clinique ont été déterminants. Je rappelle évidemment les deux grandes études précliniques majeures chez le primate non humain rendu parkinsonien par le MPTP, l'étude de Bergman par la destruction du NST et l'étude de Hamid par la stimulation à haute fréquence du NST. Ce qui a permis à Ali Ben Hamid de transférer aux patients cette technique à Grenoble. Mais il faut vraiment insister sur la consistance physiopathologique qui, ici, était basée sur le fait que l'on contrecarre par la stimulation à haute fréquence l'activité anormale qui naît dans la dérégulation d'un réseau au niveau du NST. Et le fait d'appliquer cette stimulation à haute fréquence à ce niveau-là crée un état, une dynamique dans le réseau qui se rapproche de la normalité. Cette approche respecte les limites de l'éthique. Le sujet jouit de son libre arbitre et de son autonomie. Il peut exprimer un consentement éclairé. La technique n'induit pas de lésion définitive, il y a réversibilité. Et il y a un avis favorable en France qui est l'instance, qui est le Conseil consultatif, le Comité consultatif national d'éthique. Au total, cette technique répond à la double exigence, d'une part physiopathologique et d'autre part éthique. Par extension, ceci a été appliqué à diverses autres cibles pour traiter différents types de mouvements anormaux, le noyau ventral intermédiaire du thalamus pour le tremblement essentiel, le globus pallidus interne pour les dystonies et les dyskinésies, et également, de façon un peu plus anecdotique, le noyau pédonculo-pontin, dont on a largement parlé ce matin, Dominique Gouin, mais qui n'est pas facile à stimuler, dans les troubles axiaux de la maladie de Parkinson, le complexe centromédien paravasculaire du thalamus, dans des cas d'épilepsie rebelle. Alors maintenant, stimulation cérébrale profonde et psychochirurgie. Porte entrouverte. Ouverte, entrouverte. Certaines pathologies mentales peuvent en bénéficier. Dès lors, dans la mesure où des données physiopathologiques sur les structures ou les circuits ou les réseaux qui dysfonctionnent sont suffisamment robustes, car il faut définir une cible. Alors, des travaux expérimentaux chez l'animal sont très importants. Bien sûr, le primate non humain ou le petit animal, le primate non humain avec les réserves qu'il faut faire, mais il faudra peut-être qu'un jour on se penche encore et davantage sur cette question. Je sais que Ken Hirsch avec l'hypno, il fait très attention, mais c'est un problème majeur, car c'est un modèle irremplaçable pour étudier certains aspects de la motricité qui sont véritablement proches ou même identiques dans certains cas de celles de l'homme. De l'observation des effets parallèles ou secondaires induits par la stimulation cérébrale profonde pour d'autres cibles, tirer profit de certains résultats parallèles ou secondaires. De l'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle, la tête, par exemple en étudiant le métabolisme du glucose pour voir le niveau d'activation d'une structure, et aussi de respect des règles éthiques, qu'elles soient nationales pour chaque pays ou même internationales. À ce jour, on peut dire que le trouble obsessionnel compulsif, résistant et invalidant, apparaît comme la pathologie répondant le mieux à ces critères. De nombreux travaux expérimentaux militent clairement pour un dysfonctionnement des boucles à la fois orbitofrontales et limbiques. Plusieurs cibles ont pu être ainsi définies. Le noyau sous-thalamique dans sa partie limbique, sont les travaux de Mallet et de ses collaborateurs, le projet Stock. Le bras antérieur de la capsule interne, travaux de Lutin et Cousins, et le striatum ventral et le noyau accumbens, travaux qui ont été menés dans notre laboratoire par Raoui Azerat, avec la collaboration de Dominique Gouel et de Hamid Benazouz, bien sûr. Et en plus, le comité consultatif d'éthique pour la France a émis un avis favorable pour des protocoles encadrés pour des équipes agréées. À propos du striatum ventral, justement, je voudrais essayer de vous montrer comment on a pu raisonner pour aller vers une thérapeutique utilisable dans ces TOC résistants et invalidants. Cette approche a fait appel aux primates non humains entraînés à effectuer une tâche
comportementale complexe, nous allons la voir, et particulièrement ensuite à la capacité de certains neurones du cortex singulaire antérieur à coder, à détecter les erreurs et les échecs. Ainsi, on pose comme principe le TOC, est-ce que c'est une pathologie où le codage de l'erreur s'emballe? Pour cela, il faut créer des situations, que ce soit chez l'homme ou l'animal, où le sujet va créer des erreurs, va faire des erreurs. Un test classique est le test de Stroop, très utilisé en psychologie, en neuropsychologie. Vous savez, on définit 3 situations où on crée un conflit entre une dimension couleur et une dimension sémantique. Premier cas, neutre, rouge est écrit de façon neutre. Deuxième cas, congruent, rouge est écrit en rouge, facile. Troisième cas, incongruent, interférent. Bleu est écrit en rouge, il faut dire rouge et pas bleu. Et vous pouvez voir que les temps de réaction sont relativement faibles pour les 2 premières situations, très élevés pour la troisième. On peut transférer cela aux primates non humains. Comment? En gardant la dimension couleur, mais en changeant la dimension sémantique par une dimension motivationnelle, appétitive, avec des fruits en l'occurrence. Et ainsi, on va créer 3 situations. Une situation neutre, la banane est neutre. La situation facilitée, la banane est jaune, l'animal doit appuyer sur le bloc jaune, c'est facile. Maintenant, troisième situation, interférente, incongruente. Il faut inhiber la situation inappropriée. La banane est jaune et pas rouge, il ne faut pas appuyer sur rouge. Le singe doit appuyer sur jaune pour obtenir la récompense. Et vous voyez que les temps de réaction de l'animal sont très voisins de ceux de l'homme. Examinons maintenant, par exemple, comment se comportent les neurones du cortex singulaire antérieur dans cette situation. On a donc enregistré au niveau du cortex singulaire antérieur, vous le voyez dans la partie supérieure de la diapositive, un grand nombre de neurones dans l'aire 24 du cortex singulaire antérieur situé autour du sillon singulaire. Vous voyez la tâche qui est accomplie par l'animal. L'animal doit donc appuyer sur le bloc jaune et pas sur le bloc rouge. S'il appuie sur le bloc jaune, à ce moment-là, l'écran reste clair et il obtient la récompense. S'il appuie sur le bloc rouge, il fait une erreur, c'est un échec, l'écran devient noir, il n'a pas de récompense. Et je vous présente en dessous l'histogramme de fréquence de décharge d'un neurone du cortex singulaire antérieur pendant la période d'évaluation de cette tâche. Et vous pouvez voir que ce neurone va augmenter un peu son activité, c'est le tracé noir, lorsque l'animal réussit. Par contre, lorsque l'animal fait une erreur, il a appuyé sur rouge, le neurone décharge de façon drastique, de façon très importante. Donc on peut dire que ce sont des neurones, et une large majorité des neurones analysés au niveau de ce cortex singulaire antérieur va coder justement pour l'erreur. C'est un bloc neuronal, un ensemble de neurones qui est spécialisé dans le codage de l'erreur, des erreurs que l'on commet. L'hypothèse est donc qu'il y a un emballement de ce système dans le cortex singulaire antérieur lors des rituels du trouble obsessionnel compulsif. Des images qui proviennent d'imagerie fonctionnelle montrent de fait que quand on étudie le cortex singulaire antérieur dans un rituel, pendant le rituel d'un TOC, il y a une hyperactivation du cortex singulaire antérieur, comme vous pouvez le voir dans la partie supérieure et moyenne de la diapositive. Donc il se crée une sorte, pendant le rituel, de cercle vicieux qui va, à partir de l'ensemble neuronal qui décharge de façon anormale des neurones qui codent l'échec, envahir toute la boucle limbique, et mettre le sujet dans un état où il aura le sentiment que chaque fois qu'il fait un acte, pour corriger l'erreur précédente, il la corrige, même dans certains cas, mais il a le sentiment d'avoir commis une erreur. Il a toujours le sentiment de